Les bonnes nouvelles ne font que s'enchaîner du côté de l'Olympique de Marseille en ce début de mercato et surtout elles s'accumulent et ça fait particulièrement plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point d'analyse de l'actualité mercato. J'ai l'impression qu'on va en faire tous les jours cet été, tellement les informations sont nombreuses et tellement les informations importantes le sont également. On va analyser toutes les dernières news depuis hier. On en a eu pas mal, que ce soit sur le passage de l'OM devant la DNCG, que ce soit des infos mercato, des départs, des arrivées et également une interview de Roberto De Zerbi. Donc, n'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à liker la vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et bien évidemment, pour disposer de toute l'actualité de l'Olympique de Marseille ainsi que de son analyse, vous pouvez nous follow sur notre compte X ainsi que sur notre compte Instagram. On peut commencer avec peut-être l'information la plus importante d'un point de vue club de ces derniers jours et peut-être de la semaine. L'OM a réussi son passage devant la DNCG. Aucune mesure n'a été prise contre le club selon Karim Attab. Et ça, c'est une super nouvelle pour l'Olympique de Marseille qui va donc avoir les mains libres pour le prochain mercato, comme lors des derniers étés. Globalement, depuis l'arrivée de Pablo Longoria, l'OM a toujours eu les mains libres. Il me semble que la seule fois où on a eu des restrictions, c'était lors du premier mercato d'été, où notamment on avait eu des difficultés à boucler Amin Harit. Je crois que c'était le 31 août ou même après la fin du mercato, mais ça n'avait pas empêché Pablo Longoria de faire un gros mercato. Il me semble également en janvier dernier, lors de l'arrivée de Mehdi Benatia, on avait fait un mercato du coup qui a été marqué par le coup des restrictions, avec les arrivées notamment de Jean Onana, Fares Moumbagna et Quentin Merlin. Mais là, en tout cas, l'OM va avoir les mains libres et c'est une super nouvelle pour le projet. Et c'est une super nouvelle également pour l'Olympique de Marseille, qui reste certains clubs qui perdent de l'argent, mais qui en perdent moins en moins au cours des dernières saisons. On peut penser également que la vente récente de Luis Enrique a eu un impact sur ce passage devant la DNCG, parce qu'on se rappelle que Pablo Longoria et même Roberto De Zerbi rappelaient que c'était une vente importante pour l'OM. En tout cas, l'OM n'a pas chômé en ce début de mercato, puisque comme on l'a dit en vidéo à plusieurs reprises et sur le média, Angel Gomez s'est engagé avec l'Olympique de Marseille. Désormais, c'est officiel. Joueur qui arrive librement. On a fait plein d'analyses sur le média. Allez regarder l'avant-dernière vidéo de la chaîne, qui est une analyse complète sur le joueur avec Samy. Elle est vraiment elle est bien, même si elle est un peu longue. En tout cas, il s'engage jusqu'en 2028. L'OM a officialisé ce mouvement. L'OM est proche d'officialiser un autre mouvement, puisqu'on a compris hier que le club tenait sa deuxième recrue en la personne d'un autre anglais, celui-ci jouant en Championship du côté de Burnley. On a parlé hier d'Egan Riley. Il y aura une vidéo sur la chaîne pour le présenter, bien évidemment. Jacob Ben nous a donné d'autres détails sur ce deal. Comme je l'avais indiqué hier, Strasbourg était très proche de le boucler et avait même un accord avec l'OM. Sauf que l'OM semble avoir hijack le deal, c'est-à-dire voler le joueur à Strasbourg, alors que celui-ci avait clairement un accord. Jacob Ben ne s'est pas rapporté dans ce tweet, mais parle clairement d'un préaccord, c'est-à-dire que il y avait un préaccord pour débuter le contrat, comme ça se fait sur de nombreux joueurs qui s'engagent librement, par exemple souvent à 6 mois de la fin de leur contrat. Et donc l'OM aurait volé le joueur à Strasbourg en présentant une offre salariale plus intéressante. Et ça, c'est aussi intéressant si on s'intéresse au potentiel du joueur. On l'a dit hier, on en a parlé un peu sur le média, on a sorti des éléments statistiques, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram. Meilleur relanceur de Championship, 3000 minutes jouées, équipe type de la saison, profil qui semble assez bankable sur le marché. Il était suivi par West Ham, et le fait qu'il soit suivi par Strasbourg, ça veut aussi dire qu'il était un peu dans le giron, ou en tout cas sous les radars de Chelsea, puisqu'on sait que Strasbourg, aujourd'hui, les joueurs qui réussissent à Strasbourg vont directement à Chelsea, et que lorsque Chelsea recrute des joueurs, généralement, il les envoie à Strasbourg pour se former. Donc ça en dit aussi un peu beaucoup sur le potentiel et la qualité du joueur, le fait que l'OM aille le chercher au groupe Chelsea, au Chelsea Group. C'est vraiment intéressant. En tout cas, l'OM ne va pas s'arrêter après la signature d'Egan Riley, qui devrait donc rejoindre le club en tant que central droit et non en tant que central gauche, qui devrait être dans un premier temps remplaçant. Moi, je l'ai dit hier, mon avis, c'est qu'on prépare l'avenir pour un futur départ de Balerdi la saison prochaine, et qu'en termes de profil, ça se ressemble aussi un peu, parce qu'on est sur un des joueurs on est sur un joueur qui a des vraies qualités fortes avec ballon. Je ne sais pas si certains sur la chaîne, que ce soit les abonnés ou les abonnés Twitter, ont pu commencer à regarder des matchs. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, j'ai un peu commencé. Je vais finir avant de livrer mon avis. On fera ça avec quelques séquences sous les yeux pour voir les vraies qualités des Gabrielé. L'OM va recruter deux autres centraux. On peut imaginer un central gauche, deux centraux gauche, un central gauche titulaire et un central gauche remplaçant. D'ailleurs, on a appris qu'il y avait d'autres départs en défense centrale qu'on va juste voir, qu'on va voir juste après. En tout cas, les raisons de la préférence d'Egan Riley,
pour l'OM plutôt que West Ham et Strasbourg, c'est la possibilité bien évidemment de disputer la Champions League, mais aussi celle de travailler sous les ordres de De Zerbi, un entraîneur apprécié depuis son passage en Angleterre. Alors là, on savait que Roberto De Zerbi avait un certain pouvoir d'attractivité sur les joueurs depuis son arrivée, mais l'argument de Champions League, si on ajoute les deux combos, bah, ça fait que l'OM est un club très attractif cet été pour les joueurs en fin de contrat, que ce soit pour les joueurs en fin de contrat ou même pour les joueurs en général qui sont sur le marché. Et donc l'attractivité de l'OM sur le marché est donc illustrée par la signature d'Egan Riley, qui a donc préféré l'OM à West Ham, par exemple, qui est quand même un club de première ligue qui peut payer des gros salaires. Même pour un joueur anglais, généralement, les joueurs anglais, on sait qu'ils s'exportent très peu. Là, on va quand même en avoir 4 dans notre effectif. Et c'est à chaque fois des joueurs qui ont préféré l'OM à d'autres clubs plus intéressants, voire même des clubs de leur pays, en la personne d'Angel Gomez, d'Egan Riley ou même de Jonathan Rowe. L'autre très très bonne nouvelle, et là je ne sais pas si on peut parler d'un recrutement vu que son avenir semblait assez flou et très libre et que ce soit lui ou les dirigeants, il y avait vraiment un flou autour de son avenir à l'OM et on sait qu'il avait une clause pour quitter l'Olympique de Marseille en cas d'accord avec un autre club. On en a parlé hier, il y avait un intérêt très concret de l'AC Milan pour lui. Adrien Rabiot va rester à l'Olympique de Marseille et ça c'est une super nouvelle parce qu'on l'a dit plusieurs fois en vidéo. Certes, il faut penser au recrue que va faire l'Olympique de Marseille, mais un des gros objectifs du mercato, ça va être de conserver ses meilleurs éléments. Et là, le 12 juin, on est le 12 juin, le mercato n'est même pas encore ouvert, je crois qu'il ouvre dans 3 jours. Savoir qu'Adrien Rabiot va rester à l'Olympique de Marseille, que le meilleur joueur de la saison passée va rester à l'OM. Quand les dernières fois on s'est qualifié en Ligue des Champions, on a vu des gros départs, comme par exemple Camara qui était parti libre ou Saliba. Bah, franchement, c'est super. Ça veut dire que l'OM va garder sa colonne vertébrale. On sait que l'OM a refusé des approches de la Juventus et de la Roma pour Balerdi. Désormais, c'est Rabiot qui devrait rester. Et ça, franchement, c'est une super nouvelle. Moi, je suis très satisfait. Pour moi, c'est limite la meilleure nouvelle du mercato si on parle en termes de transfert. Alors oui, ça se trouve qu'on va signer des gros joueurs, mais quand on fera le bilan au 31 août, bah, un des points positifs de l'Olympique de Marseille sera d'avoir conservé un joueur de la trempe d'Adrien Rabiot. Maintenant, je vais juste je vais juste tempérer quelque chose et souligner un point qui m'inquiète un peu. C'est le fait qu'il reste un an de contrat à Adrien Rabiot et pour moi, la perspective de le voir partir libre la saison prochaine, en juin, quand on sait qu'il est déjà parti libre du PSG et de la Juventus, et qu'aussi, peut-être que Roberto De Zerbi partira parce qu'il aura fait ses 2 ans à l'OM. Je ne sais plus si son contrat est de 3 ans ou 2 ans à l'OM à De Zerbi. Je crois que c'est 2 ans plus 1. Je pense qu'il va falloir aussi discuter d'une prolongation pour Rabiot parce que, quitte à le perdre dans un an, même si on aura eu une plus-value sportive sur 2 saisons, ce serait intéressant quand même de prendre un billet. Donc moi, j'ai peur de ce départ libre dans 12 mois ou même d'une négociation compliquée au fur et à mesure de la saison. Et c'est peut-être mieux de profiter du fait que le joueur se sente bien à Marseille actuellement, comme ça a été rapporté dans son interview à The Athletic ou même en général quand il s'exprime dans les médias. Faut en profiter pour le prolonger. L'information a été confirmée par Santi Aouna, malgré des intérêts de plusieurs clubs. On peut penser à l'AC Milan notamment, comme je l'ai dit. Concernant les arrivées, alors là, on a une vidéo assez cocasse aujourd'hui d'un certain Noah Lang dont on a beaucoup parlé sur la chaîne et dont vous savez que j'attends impatiemment la signature. D'ailleurs, c'est une piste qu'on avait révélée en exclusivité sur Massia Zone, je le répète à chaque fois que je parle de lui. On sait que l'OM a commencé à avoir des premiers contacts avec lui, comme l'indiquait l'équipe. On sait que le PSV l'évalue à 20 millions d'euros et visiblement, il ne semble pas contre un transfert à l'Olympique de Marseille puisque le joueur qui veut quitter le PSV Eindhoven a été filmé par un supporter de l'OM à Marrakech. Bon, est-ce qu'il était en pleine possession de ses moyens parce qu'il semble alcoolisé sur la vidéo clairement? En tout cas, il a fait un signe Joule et a clairement dit allez l'OM. Donc on espère qu'il pourra pousser de son côté si l'OM concrétise son intérêt, parce que ce serait un super joueur pour l'OM. Encore une fois, plein de vidéos d'analyse sur la chaîne. Je crois qu'il y en a 2 sur Novaland qui sont très intéressantes. Une analyse à l'aide de palettes de notre part et une analyse avec un intervenant spécialiste de la Eredivisie. La mauvaise nouvelle du jour. Alors, celle-là, elle fait peut-être un peu chier. Moi, personnellement, elle me fait un peu chier parce que je m'y attendais pas et je pensais que son club avait levé l'option d'achat. Toluca, le club mexicain, aurait conclu un accord avec l'OM pour casser le prêt de Pau Lopez. Ses prestations ont été jugées décevantes selon 365 scores MX. On rappelle que Toluca a été champion du Mexique. Je ne sais plus si c'est le championnat d'ouverture ou le championnat de fermeture, mais en tout cas, ils ont gagné un des 2 championnats du Mexique. Mais en tout cas, l'info n'a toujours pas été confirmée en France, mais au Mexique, on dit que Toluca aurait cassé le prêt de Pau Lopez et ça ferait sincèrement un peu chier parce que Pau Lopez, ça reste un joueur qui a un salaire important. Je crois qu'il est à 300K, quelque chose comme ça, Pau Lopez. Surtout savoir que dans l'effectif, on a actuellement quelques gardiens qu'on pourrait faire sortir. On parle de Ruben Blanco, on parle aussi potentiellement de Geoffrey Delange, qui fait l'objet d'un intérêt actuellement
de l'Ajax Amsterdam. Et donc, si on se retrouve avec également Pau Lopez à faire sortir qui revient de prêt, quand on sait que ça a été difficile de le faire partir l'été dernier, mais aussi en janvier, ça va être compliqué. Et puis, si un joueur ne répond pas aux attentes au Mexique à Toluca, ça va être difficile de lui trouver un club intéressant en Europe. Donc, on espère que l'information est fausse et qu'elle ne sera pas confirmée. En tout cas, c'est le seul écho qu'on a pour l'instant et il vient du Mexique. Autre dossier en termes d'arrivée qu'on a pu évoquer depuis un petit moment sur la chaîne parce que ça semble bloqué au vu des négociations difficiles entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille. Et bien, la complexité de ces discussions a été confirmée par le très sulfureux président du FC Nantes, Valdemar Kita, qui a tout simplement déclaré à l'équipe: Ablin n'ira pas à l'OM sauf s'il paie une fortune, 50 millions d'euros. On connaît très bien Valdemar Kita, on connaît très bien la difficulté de négocier avec ce président. On s'en rappelle lors du transfert de Valentin Rongier qui s'était par exemple fait, il me semble, en dehors de la fenêtre de transfert à l'été 2019. Il avait signé au 1er septembre ou au 2 septembre et ça n'avait pas pu se faire avant le 31 août parce que Nantes en demandait trop. Ça avait été une négociation difficile. Il me semble que la négociation pour Merlin avait été aussi difficile et que l'OM avait activé l'option de Nuno Tavares. Et là, on semble également dans une négociation difficile. Alors, pour donner du contexte, on n'est pas uniquement sur la difficulté de Valdemar Kita en général à vendre ses joueurs, mais plutôt aussi sur des tensions entre le board marseillais et le board nantais en lien avec ce qui s'est passé lorsque Pablo Longoria a été suspendu. C'est-à-dire que Valdemar Kita ainsi que son entraîneur Comboiré ont eu des déclarations très dures envers Pablo Longoria pour son comportement. Qu'une semaine ou 2 semaines après, l'OM recevait le FC Nantes au Vélodrome et que l'OM a eu un accueil, la délégation de l'Olympique de Marseille a eu un accueil très froid envers les dirigeants du FC Nantes. Et donc Valdemar Kita, qui reste un dirigeant de caractère, bon, est-ce que c'est un bon dirigeant, je ne sais pas, mais n'a pas oublié ça. En tout cas, il a également dit au sujet du dossier Ablin, l'OM qu'ils arrêtent de faire pression sur les joueurs, ils l'ont fait sur Rongier et Merlin, et s'ils pensent prendre Ablin pour rien, ils se trompent. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Voilà la difficulté des négociations avec M. Valdemar Kita. Mathis Ablin a réagi aujourd'hui à ces déclarations. Il a dit: oui, j'ai vu ça, je ne sais pas trop comment réagir. Il a son avis et voilà, énormément de trucs me tentent. Aujourd'hui, je ne me projette pas, je suis à de l'euro et c'est tout. Parce que Mathis Ablin, oui, dispute l'Euro Espoir comme Quentin Merlin, d'ailleurs, qui a réalisé une prestation assez compliquée hier avec les Espoirs. Il a également ajouté, Mathis Ablin: franchement, je n'ai pas encore trop réfléchi à ça. Ma saison n'est pas terminée, la saison prochaine n'a pas démarré. Pour l'instant, je suis avec les Espoirs et j'y suis très bien. Pour ma situation personnelle, on verra plus tard. On sait que Mathis Ablin était plutôt enclin à rejoindre l'Olympique de Marseille ces derniers jours. Pour l'instant, il n'y a pas encore de forcing qui est fait parce qu'il est en compétition internationale. Mais on peut imaginer qu'il pourrait le faire dans les prochains jours, à la suite de l'Euro Espoir. Si on peut compter sur un Mathis Ablin et sur un Noah Lang qui ont envie de rejoindre l'Olympique de Marseille, c'est Foot Mercato RMC qui disait qu'Ablin voulait rejoindre l'Olympique de Marseille. Noah Lang nous l'a montré avec sa vidéo à Marrakech. On pourra peut-être avoir un peu plus de poids dans le dossier. On sait qu'aussi, par exemple, un Medina veut rejoindre l'OM. Il y a aussi les difficultés financières du FC Nantes qui, avant son passage devant la DNCG, va devoir vendre des joueurs. Donc peut-être que c'est que de la com pour Kita et que le deal va peut-être se faire, on verra. En tout cas, vous avez déjà eu mon avis sur Mathis Ablin. Je trouve que ce serait un super backup pour Amine Gouiri. On parlait de départ en défense centrale, je faisais justement référence à cette information de Matteo Moreto sur Luis Felipe qui serait pisté par le Rayo Vallecano et Mallorca. Information très intéressante parce qu'on pouvait penser justement que ça allait être difficile de se séparer d'un Luis Felipe qui a déjà résilié du côté d'Al Ittihad. Pour moi, je l'avais dit clairement, mais le transfert de Egan Riley, sa signature libre, ça sonne clairement la fin de notre ami Luis Felipe du côté de l'Olympique de Marseille. Enfin, j'imagine pas l'OM avoir Luis Felipe et Egan Riley au sein de son effectif au poste de central droit. Ça ferait beaucoup trop de défenseurs centraux au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Et donc avoir des clubs qui sont déjà intéressés par Luis Felipe, le Rayo Vallecano et Mallorca. On sait qu'il a laissé une bonne impression en Espagne lors de son passage au Betis Séville. Maintenant, pour être réaliste, j'imagine pas ces clubs transmettre une offre de transfert avec le salaire qui devrait se taper pour Luis Felipe. Donc, j'imagine personnellement une résiliation ou une libération de contrat. En parlant de joueurs arrivés cet hiver, Ismaël Benasser, on sait qu'il fait toujours l'objet d'une tentative de prêt avec option d'achat de l'Olympique de Marseille, que ça discute activement pour faire baisser l'option d'achat, que l'OM veut le garder. Cependant, selon la Nazionale, média italien, la Fiorentina serait également sur les traces de l'international algérien. C'est une information qui me surprend un peu parce que je ne vois pas du tout Benasser passer de Milan et l'OM à la Fiorentina, qui reste un club intéressant, qui va certainement être entraîné par Stefano Pioli, son ancien entraîneur à l'AC Milan, qui va quitter Al Nasser pour la Fiorentina visiblement.
Mais franchement, si lui a le choix entre l'OM et la Fiorentina, pour moi, il va aller à l'OM tous les jours. La Fiorentina, je crois qu'ils sont en Conference League ou en Ligue Europa. Un OM en Champions League, c'est encore plus intéressant, surtout que cet OM a sur son banc un certain Roberto De Zerbi qui a tout fait pour l'avoir en janvier. Roberto De Zerbi, on va conclure la vidéo avec l'entraîneur italien. Il a accordé une interview que j'ai trouvée personnellement très intéressante à un podcast italien qui s'appelle le Supernova, je crois. J'ai regardé la vidéo en entier. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait le relais cette fois-ci sur le compte Twitter. Il a évoqué plein de sujets. Franchement, je vous conseille d'aller la voir. Je vais essayer de mettre le lien en description. Mais voilà, énormément de sujets, que ce soit des considérations footballistiques un peu plus personnelles, son expérience d'entraîneur, son approche de la philosophie du jeu. Marseille, il a beaucoup parlé de Marseille. Et on va analyser certaines déclins intéressantes. D'ailleurs, l'interview est en italien, mais elle est sous-titrée en anglais. Donc, si vous comprenez l'italien ou l'anglais, bah, allez la voir. Et si vous ne comprenez pas, bah, allez vous voir sur le média parce que j'ai relayé tous les éléments pertinents concernant l'Olympique de Marseille. Alors, déclaration sur sa philosophie de jeu un peu et sur l'image qu'il a auprès des fans du football. La chose qui pèse le plus sur moi, c'est qu'ils m'ont fait passer pour un philosophe du jeu que je ne suis pas auprès des gens. Je suis tout sauf un philosophe dans ma vie. Si je pouvais mettre 2 gardiens pour défendre à 10 minutes de la fin, je le ferais. Ça m'a fait penser à une déclat de Guardiola il y a quelques années qui disait qu'il n'y avait pas plus pragmatique que lui, alors qu'on disait souvent que c'était un entraîneur dogmatique. Et il renvoie quand même l'idée que même les entraîneurs autour de qui il y a vraiment un certain fantasme concernant la dimension esthétique de leur jeu ont toujours en première cible le fait de gagner. Dans le podcast Supernova, donc, il a fait une petite blague au début en disant qu'il était venu ramener un peu de Marseille en Italie. Il a rappelé qu'il était actuellement en vacances, que la saison était terminée et qu'il programmait déjà l'avenir avec l'Olympique de Marseille, témoignant de son engagement vis-à-vis du club olympien. Les transferts, l'organisation interne ainsi que l'amélioration du staff. La pré-saison serait déjà organisée, donc on n'a pas eu beaucoup d'informations dessus, hormis le fait que l'OM allait disputer un tournoi amical où on aurait le club d'Al Jazeera aux Émirats et également Valence, un tournoi qui devrait se dérouler en Espagne. Sinon, beaucoup de choses sur sa relation avec Mehdi Benatia. Hein, il dit qu'il doit y avoir une connexion entre le coach et le directeur sportif. C'est le trait d'union d'un club entre un club et la zone technique du coach. Les besoins sont clairs pour les deux parties, conformément au budget. Le mercato, des fois, je donne les noms au directeur sportif et on discute. Des fois, c'est l'inverse. J'ai aussi un scout qui travaille pour moi, qui a été engagé par l'OM. Là, on est plus sur la méthode de fonctionnement pendant un mercato sur laquelle il s'est un peu exprimé. C'est un peu dans la continuité de ce qu'il pouvait dire de Mehdi Benatia en conf de presse, c'est qu'il y a vraiment besoin d'une alchimie entre le directeur sportif et son coach. Et il semble que cette alchimie à l'OM, entre les dirigeants et l'entraîneur, est présente aujourd'hui. Et c'est une bonne nouvelle si le club veut vraiment avoir de la stabilité. Il a également un peu parlé de Luis Enrique, puisque les Italiens ont envie d'en savoir un peu plus sur lui en disant que c'était un bon joueur, qui avait des qualités techniques et physiques, expliquant également que son départ était programmé, que tout était prévu. On l'a évoqué hein, lorsqu'on parlait du bilan DNCG, le départ de Luis Enrique était important pour les finances du club et pour le bilan comptable. Il dit également que Luis Enrique, s'il était resté, aurait été un joueur important et un joueur titulaire. Il a également eu une déclaration assez intéressante sur Mason Greenwood, où il parle du management avec ses joueurs. On lui demande est-ce qu'il parle avec ses joueurs régulièrement. Lui dit ça dépend s'ils sont ouverts. Par exemple, avec Greenwood, c'est salut, bonjour, bonsoir, bonne soirée. On a réellement discuté que 2 fois. Des fois où il s'est ouvert et m'a montré derrière ce masque qu'il avait une personne très sensible. Mais je le gère avec son père. Quand il y a un problème avec lui, j'appelle son père. Son père est une personne spectaculaire. Hein, le management de Mason Greenwood par le biais du papa Greenwood, il a déjà évoqué plusieurs fois en conférence de presse. Mais ça en dit un peu plus aussi sur la personnalité de l'anglais qui semble être un joueur très fermé et ça explique aussi le fait de ses rares communications. On sait qu'il a eu une histoire aussi qui peut expliquer tout ça, mais si on lit également ce qui avait été écrit sur lui de la part de la presse anglaise avant qu'il ait toutes ces histoires, ça reste un joueur qui semble très fermé et peu expressif. Bon, ça intéressera qui ça intéresse, mais voilà des éléments qu'a communiqué Roberto De Zerbi. Il a également donné qui était son GOAT. Je vous dis un peu ça parce qu'il y a une bonne partie des gens qui ne pourront pas regarder l'interview par faute de compréhension de l'anglais, que ce soit en sous-titres ou de l'italien en audio. Maradona est pour lui le meilleur joueur de l'histoire. D'ailleurs, élément assez intéressant dans l'interview, et je trouve que c'est là où ce genre d'interview est intéressant parce qu'on voit un peu plus l'état d'esprit de Roberto De Zerbi, qui a souvent eu des questions un peu chiantes en conférence de presse, rarement sur le jeu, souvent sur les polémiques. Et là, on l'a vraiment interrogé sur des questions football, sur des questions philosophie de jeu, sur des questions de sa personnalité. Et il est vraiment toujours prêt, plutôt proche de son profil, de quelqu'un qui veut être vrai, qui veut dire la vérité, qui veut être direct. Il a d'ailleurs déclaré sa flamme à Marseille, où il trouve aussi un peu un côté volcanique qui colle avec lui. Marseille est un lieu unique. Je suis tombé amoureux de Marseille à travers un de mes coachs à Milan. Il m'avait dit de regarder Chris Waddle qui jouait à mon poste. L'autre chose qui me fascine avec Marseille, c'est toute la narration autour, la ville la plus multiculturelle d'Europe.
une ville avec des problèmes sociaux aussi, le chômage, la corruption, la délinquance. Je suis amoureux de cette ville parce qu'elle est paradoxale sur de nombreux points, mais elle te donne surtout des choses que les villes normales ne te donnent pas, la chaleur du stade, le folklore et la beauté de la ville, ce qui explique aussi son choix de rejoindre l'Olympique de Marseille alors qu'il était pisté par des bons clubs européens au moment où il a fait ce choix de rejoindre l'Olympique de Marseille. Bref, je vous conseille vraiment d'aller voir cette interview. Je la trouve vraiment super intéressante. On a également un autre exemple où il parle du rôle des supporters à l'OM. Les supporters, ça peut être le frein et le moteur de ta saison. Au début de la saison, le Vélodrome était un frein pour beaucoup de joueurs. Nous gagnions à l'extérieur et galérions à la maison. Nous avons ensuite fait un retiro. Nous avons parlé de Marseille, de nous, du Vélodrome, de ceux qui le remplissent. Quand vous parvenez à vous connecter avec le public, vous portez tout le poids du lien. Nous avons été la meilleure équipe à domicile sur la phase retour. C'est une satisfaction. Voilà, donc ces explications par rapport à ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison, les difficultés au Vélodrome. Il parle également de son passé de joueur, de cet impact de son passé de joueur sur sa carrière d'entraîneur. Et puis la dernière déclaration que je vais prendre, et je pense qu'elle est très intéressante parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de Roberto De Zerbi, sont un peu dans la caricature de oui, c'est pas un entraîneur qui vient pour gagner à l'OM, on est encore sur un mec qui va nous faire plaisir avec son jeu, mais on va rien gagner. Il a fait une clarification là-dessus, un peu dans la continuité de la première déclat que j'ai lue. Mes amis journalistes ont souvent écrit que je vivais pour le jeu et que le résultat ne m'intéressait pas. La réalité n'est pas celle-là, je vis pour le résultat. C'est juste que je mets le résultat à la fin d'un chemin. Je dois faire de la route pour y arriver, n'est-ce pas? C'est un processus et je dois y croire, sinon c'est l'inverse qui se passe. Il n'y a pas qu'une seule manière de gagner, sinon tous les entraîneurs joueraient de la même manière. Qui a inventé le fait qu'on pouvait mettre le jeu avant les résultats? Pourquoi pensez-vous que je travaille? Pour passer pour un stupide, pour participer. Voilà, si j'ai bégayé quand j'ai lu, c'est parce que j'ai une grosse lumière dans les yeux au moment où je lis mon écran, donc j'ai un peu du mal à lire dans ces conditions. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo et ce relais, ce point d'actualité qu'on se fait quotidiennement, n'hésitez pas à mettre un like. Je vais juste faire une dernière conclusion sur l'interview de Roberto De Zerbi. Moi, personnellement, j'adore l'écouter parler football. Même philosophie de vie, je le trouve très intéressant. Je me rappelle quand il avait signé à l'OM, j'avais relu des interviews qu'il avait données, notamment à Johan Crochet d'RMC, un spécialiste du football italien pour RMC lorsqu'il était au Shakhtar. Les interviews qu'il a données également à Bobo TV, c'est un podcast par Bobo Bviri, mais je crois qu'il n'existe plus. Et franchement, bon, c'est quelque chose qui nous intéresse peu finalement si on se cantonne uniquement au sportif. Mais si on veut comprendre ce qu'il met en place, si on veut comprendre son projet, si on veut comprendre pourquoi il a choisi l'OM, plutôt que de se cantonner aux rumeurs qu'on peut avoir dans la presse sur le fait qu'il va partir à l'Inter ou à l'AC Milan, bah, on a un personnage qui quand même veut être vrai, qui a une certaine passion pour le football, qui vit de sa passion et qui est assez cohérent dans ce qu'il dit. Donc, si on raisonne uniquement en termes de personnalité, Roberto De Zerbi est quelqu'un de parfait pour l'Olympique de Marseille. Ça se voit qu'il a la connaissance du poids qu'a ce maillot au sein de la ville, de l'importance de l'Olympique de Marseille dans la ville, du rôle social du football. C'est quelque chose dont il parle depuis qu'il est coach, que ce soit à Sassuolo, à Foggia. D'ailleurs, il a été nommé citoyen d'honneur de Foggia pour le rôle qu'il a eu dans cette ville. Et lui dit que c'est la plus grande récompense de sa carrière parce qu'il a été vu comme une personne hyper importante au sein d'une ville où les problématiques sociales sont aussi importantes, un peu comme à Marseille. Et voilà, en termes de personnalité, franchement, Roberto De Zerbi, il n'y a rien à dire. Et je le dis depuis qu'il est arrivé, certes, dans la communication, il a pu être un peu bref à certains moments et ça a pu être un peu dérangeant. Mais franchement, c'est parfait. On attendra bien évidemment le terrain. Moi, je vais énormément l'attendre sur sa deuxième saison parce qu'on a accepté certaines choses lors de la première saison qu'on acceptait par condition de la stabilité et de la continuité. Mais là, va falloir que, par exemple, au niveau du jeu, ça soit un peu plus séduisant, à l'instar de ce qu'on avait vu du mois de novembre au mois de mars. Peut-être aussi ce qu'on a vu aussi sur la fin de saison. Surtout, il y aura une amélioration de l'effectif, donc il n'y aura plus l'excuse des problèmes défensifs, par exemple. On voit que l'OM est très actif sur ce secteur. Et puis surtout, il y aura la Champions League. Et la Champions League, on va pouvoir se confronter à d'autres équipes de haut niveau, autres que le Paris Saint-Germain, où il y a souvent l'excuse du gap budgétaire, ou en tout cas du fait qu'ils sont à 300% à chaque fois qu'ils jouent contre nous. Donc voilà, on se dit à la prochaine, en tout cas sur Massy Zone. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, allez l'OM!